Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Henri IV. Né le 13 décembre 1553 au château de Pau, dans le comté du Béarn et fils de Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, descendant de Saint-Louis et de Jeanne III, reine de Navarre et duchesse d'Albret, il est prince de Viane, de Beaumont et de Navarre et devient roi de Navarre en 1572 à la mort de sa mère Jeanne. La même année, il épouse Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, dans le but de rapprocher catholiques et protestants. En 1589, après l'assassinat et la mort du dernier Valois Henri III, son cousin, le trône est vacant. Henri de Navarre a été choisi par Henri III pour lui succéder et Philippe II d'Espagne cherche à imposer sa fille Isabelle, née de son mariage avec Élisabeth, fille d'Henri II. Mais l'arrêt du Parlement de Paris en 1593 rejette cette prétention jugée contraire à la loi salique et autres lois fondamentales du royaume. C'est Henri de Navarre qui apparaît alors comme le plus proche héritier descendant de Hugues Capet, et sa légitimité sera confirmée à l'unanimité par les docteurs de la Sorbonne en 1594. Mais Henri de Navarre est protestant et le parti catholique animé par les Guises et stimulé par l'Espagne organise la Ligue qui refuse de le reconnaître. Il doit reconquérir le pouvoir. La conversion au catholicisme à Saint-Denis, le 25 juillet 1593, suivi de son sacre à Chartres en 1594, lui ouvrira Paris en mars 1594. On lui attribue la fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Cette reconquête passe par une déclaration de guerre à l'Espagne en janvier 1595, qui présente alors l'avantage de rassembler provisoirement catholiques et protestants derrière le roi de France jusqu'à ce que Philippe II d'Espagne, vaincu, le traité de paix de Vervins signé le 2 mai 1598, mette un terme aux guerres étrangères, la guerre civile risquant fort de reprendre. Henri IV avait quelques semaines auparavant promulgué l'édit de Nantes qui conserve le catholicisme comme religion d'État, mais qui, dans un esprit de concorde, reconnaît aux protestants, sous certaines réserves, la liberté de conscience et de culte. Signé alors dans la ville de Nantes le 13 avril 1598, le célèbre document touche un nombre important de personnes puisque la France d'alors compte quelque 1 250 000 huguenots, la plupart installés en Languedoc et en Aquitaine, en Val-de-Loire et en Poitou, en Normandie et dans le Dauphiné. Il leur concède une centaine de places de sûreté pour 8 années. Il s'agit en général de villes fortifiées, entièrement sous contrôle huguenot, et dont le gouverneur et les soldats protestants sont rémunérés par le roi. Parmi ces places Valogne et Carentan en Normandie, Houdan, Dourdan, Monte, Essonne en Île-de-France, Montcenis, Château-Renault, Saumur en Pays de Loire, Thouars, Loudun, Châtel-le-Rôle en Poitou, La Rochelle, Saint-Jean d'Angély, Royan en Aunis et Saintonge, Orthez, Mauléon, Sauveterre, Oloron en Béarn, Castillon, Bergerac en Guyenne, Montauban, Figéac, Capdenac, Castres en Toulousain, Margevol, Sommières, Nîmes, Montpellier en Languedoc, Cap, Serres, Embrun, Orange en Provence et Dauphiné. Ces places sont aussi parfois des fiefs appartenant à des nobles de confession protestante comme Cédon, qui relève des ducs de Bouillon, Josselin et Pontivy, de Rohan et Vitré dès la Trémoille. Désormais, les Huguenots pourront non seulement y exercer leur culte sans être inquiétés, mais leurs pasteurs seront entretenus par l'État et ils pourront y ouvrir des écoles. Ils pourront aussi accéder à toutes les charges et à tous les emplois publics et leurs enfants pourront fréquenter toutes les écoles. Pour reconstituer l'intégrité du domaine royal, plus ou moins malmené, au cours des règnes précédents,
Henri IV devra mater les féodaux, assainir les finances et relancer l'activité économique. Maximilien de Béthune, 1560 à 1641, baron de Rosny et duc de Sully, nommé surintendant des finances en 1599, sera le principal artisan de cette reconstruction. Travailleur infatigable à l'efficacité redoutable, Sully est le plus fidèle collaborateur du roi et assume avec une rigueur toute huguenote les fonctions les plus diverses. Traquant les détourneurs de fonds, les fraudeurs et les voleurs, il parvient donc en quelques années à maîtriser les finances royales et à équilibrer le budget de l'État. La compétence contribue à stabiliser la monnaie, à mieux répartir et encaisser l'impôt. Et surtout, il met en place une nouvelle gestion à long terme en planifiant chaque grand projet en fonction d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes. D'origine rurale, Sully presse que le relèvement économique du royaume est étroitement lié à celui de sa principale richesse, l'agriculture. Il y consacrera une grande partie de son énergie et s'attachera à protéger les paysans contre les exactions des gens de guerre et les abus des officiers du fisc. Il encourage une exploitation rationnelle des forêts et l'augmentation des surfaces cultivées en faisant par exemple assécher les marécages comme ceux du Bas-Médoc ou de la partie aval du Marais poitevin. Sa célèbre maxime, labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vraies mines d'or du Pérou passées, alors dont la légende résume parfaitement, outre le rôle éminent qu'il accorde à l'agriculture, une morale de l'action et un principe de gestion nouveau basé sur la constance, l'effort et la prévision. Sur les conseils de l'agronome Olivier de Serres, 1539 à 1619 et de l'économiste Barthélemy de la Fema, 1545 à 1612, il entreprend de limiter l'importation de la soie en mettant en place une production nationale. Des mûriers sont donc introduits en France pour l'élevage du ver à soie, toujours avec l'intention de diminuer les importations coûteuses et d'accroître les exportations. Source de profit, il favorise les essais d'industrie nouvelle et cherche à développer dans le royaume un réseau de manufactures permettant la fabrication de produits de luxe. Draperie à Reims, à Senlis et à Provins, dentelle à Senlis, soyerie à Dourdan, tapisserie au Gobelin, verrerie à Melun et les armes à Paris. Ce programme économique s'accompagne de mesures destinées à améliorer les échanges commerciaux et l'industrie. Les routes anéanties par les guerres sont retracées, remblayées et bordées d'ormes de Sully qui fourniront dès lors du bois pour les affûts de canons, les vaisseaux de la flotte ou les troupes en campagne. Des ponts sont construits sur la plupart des rivières désormais rattachées au domaine royal et qu'une commission s'emploie d'ailleurs à rendre navigable vers 1600. Des canaux nouveaux comme le canal de Briare et des deux mers facilitent encore la circulation fluviale. Après avoir divorcé de Marguerite de Valois en 1599, Henri IV épouse Marie de Médicis en 1600, fille du grand-duc François Ier de Toscane et de l'archiduchesse Jeanne d'Autriche, fille de l'empereur Ferdinand Ier de Habsbourg. Sur le plan bâtisseur, Henri IV relance par ailleurs la construction en créant la place Royale et la place Dauphine, le pont Neuf et des lotissements sur les bords de Seine, en agrandissant Fontainebleau et en transformant le château neuf de Saint-Germain-en-Laye. L'érection d'une multitude de châteaux dont le style caractéristique brique et pierre sur l'ensemble du royaume témoigne aussi de l'intensité de cette activité, attestant du retour d'une certaine prospérité et de l'enrichissement des classes moyennes. Le 14 mai 1610, Henri IV quitte le Louvre pour se rendre chez Sully afin de préparer une guerre contre l'Espagne. Mais il est assassiné dans son carrosse par Jean-François Ravaillac, un catholique fanatique.
Condamné à mort, il sera supplicié le 27 mai en place de Grève et écartelé. Louis XIII, fils d'Henri IV, devient roi de France, mais sous la tutelle de sa mère Marie de Médicis, qui devient régente du royaume de France. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.